Excellences, membres de la Commission nationale des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Le rapport que je vais vous lire tout à l'heure constitue le résultat des activités menées dans le cadre de la mise en œuvre du projet financé par l'Organisation internationale de la francophonie et l'Association francophone des commissions nationales de droits de l'homme, dont la CNDH est membre. Ce rapport comprend 4 parties. Il s'agit d'une introduction générale qui reprend le contexte d'implémentation et d'exécution du projet, le but, les objectifs, les cibles visées par le projet. Deuxième chapitre relatif aux activités réalisées. Le troisième, les résultats obtenus. Et nous allons terminer le rapport par une conclusion et des recommandations. S'agissant du contexte d'implémentation et d'exécution de ce projet, comme vous le savez, nous ne cesserons de le répéter, la corruption est un fléau qui gangrène les sociétés à travers le monde. Et l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, disait, je cite, « C'est un mal insidieux dont les effets sont aussi multiples que délétères. Elle sape la démocratie et l'état de droit, entraîne des violations des droits de l'homme, fausse le jeu des marchés, nuit à la qualité de vie et crée un terrain propice à la criminalité organisée, au terrorisme et à d'autres phénomènes qui menacent l'humanité. » Il continue en poursuivant. « Le mal court dans de nombreux pays, grands et petits, riches et pauvres, mais c'est dans le pays en développement qu'il est le plus destructeur, car ce sont les pauvres qui en pâtissent le plus, car là où il sévit, les ressources qui devraient être consacrées au développement sont détournées, les gouvernements ont moins de moyens pour assurer les services de base, l'inégalité et l'injustice gagnent et les investisseurs et donateurs étrangers se découragent. La corruption est une des grandes causes des mauvais résultats économiques. C'est aussi un obstacle de taille au développement et à l'atténuation de la pauvreté. » Fin de citation. En effet, la corruption constitue une entrave directe ou indirecte à la jouissance des droits de l'homme, qu'ils soient économiques, socio- et culturels, civils et politiques. Elle nuit à la pleine jouissance des droits de l'homme, notamment au principe d'égalité, dans les domaines aussi divers que l'éducation, la santé, l'accès aux services publics ou l'exercice des droits civils et politiques. Selon l'organisation internationale, Transparency International, en République démocratique du Congo, pays aux immenses ressources naturelles, la corruption reste un fléau qui, associé au détournement des fonds publics, entrave son développement, car il sévissent à la fois la corruption à petite et grande échelle, impliquant un large éventail d'agents publics, allant des fonctionnaires subalternes aux membres les plus haut placés du gouvernement. Et pourtant, le gouvernement congolais a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption, le protocole contre la corruption de la Communauté de développement d'Afrique australe SADC et la Convention de l'Union africaine contre la corruption. Outre ces instruments internationaux et régionaux, le pays compte au sein de son arsenal juridique interne le Code pénal congolais, livre 2 en son article 147, contenant la principale législation répressive en la matière. La loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le décret-loi de 2003 portant code de bonne conduite des agents de l'État.
il est à noter que le pays a également adhéré à l'initiative pour la transparence des entreprises extractives. Par ailleurs, c'est depuis plus d'une décennie que la RDC s'attaque au phénomène de la corruption en mettant en place des mécanismes de prévention et de répression au sein des différents ministères et services de l'État, notamment le ministère de la fonction publique avec l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, en sigle OCEP. Au sein du ministère des Finances, il y a la cellule nationale des renseignements financiers dénommée CENAREF en sigle. Et au sein du ministère de la Justice, la cellule de lutte contre l'impunité. De plus, à l'avènement du régime actuel, le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi manifesté sa volonté politique d'endiguer ce fléau en créant deux mécanismes, comme l'avait dit tout à l'heure Monsieur le Président, deux mécanismes de lutte contre la corruption au sein de son cabinet, dont l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption et la coordination pour le changement des mentalités. Cette volonté s'est aussi matérialisée par le renforcement du pouvoir d'action de l'Inspection générale des finances pour faire le suivi sur l'utilisation des ressources publiques et en dénoncer la mégestion. Malgré toutes les mesures et moyens de lutte contre la corruption, les résultats escomptés demeurent peu reluisants et la corruption gangrène tous les secteurs de la vie nationale à ce jour. Cette situation serait liée, d'une part, à l'absence de coordination, de synergie d'action de tous ces mécanismes, à l'insuffisance des moyens alloués à la lutte, et d'autre part, à l'absence de sanctions de tous les présumés auteurs de corruption. Préoccupée au plus haut point par cette situation, la CNDH, en tant qu'institution nationale de droits de l'homme et institution d'appui à la démocratie de l'État congolais, ayant reçu pour mission la promotion et la protection des droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire national, voudrait converger ses efforts avec celles de toutes les parties prenantes pour contribuer à la lutte contre ce fléau. Pour ce faire, elle se base sur la nécessité de valoriser et de mettre une approche concertée, collégiale et participative pour prévenir et lutter contre la corruption telle que résolue à l'issue d'un séminaire thématique sur la prévention et la lutte contre la corruption et les droits de l'homme organisé par l'Organisation internationale de la francophonie en juillet 2019, qui avait lancé une réflexion novatrice dans ce domaine en rassemblant des acteurs clés des 17 pays du monde francophone, dont les INDH. C'est ainsi qu'elle avait mis en œuvre ce projet grâce à l'appui financier de l'AFCNDH et l'OIF, comme dit précédemment, qui a abouti à la mise en place d'un cadre permanent de concertation avec différentes parties prenantes impliquées dans la lutte contre la corruption dans notre pays, afin d'aider le pouvoir public à accomplir ses obligations constitutionnelles en matière de droits de l'homme, spécialement dans la thématique lutte contre la corruption et les droits de l'homme. Ici de noter que ce projet a été mis en œuvre dans un contexte national dominé par le processus de désignation de nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, d'une part, et d'autre part par la mesure de couvre-feu décrétée depuis le 14 décembre 2020 et autres mesures de prévention contre la propagation de la troisième vague de Covid-19 dans le pays. S'agissant du but du projet, le but poursuivi par ce projet est de contribuer à l'instauration de l'état de droit en République démocratique du Congo à travers le respect des droits de l'homme. Comme objectif général, il s'agit de contribuer pour la CNDH aux efforts de lutte contre la corruption en RDC par la mise en place d'un cadre de concertation permanent de lutte contre la corruption basé sur l'approche des droits de l'homme. D'une manière spécifique, il s'agit de renforcer les capacités des acteurs clés impliqués dans la lutte contre la corruption en matière de corruption et les droits de l'homme en RDC,
de mener le plaidoyer auprès des autorités pour leur implication dans la lutte contre la corruption et les droits de l'homme, de mettre en place un cadre de travail permanent avec tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption. Les cibles visées par ce projet, ce sont les membres cadres et agents de la CNDH, les membres des mécanismes de lutte contre la corruption, les membres du gouvernement, notamment les ministères d'État de la justice, des droits humains, de la fonction publique, des budgets, des finances. Il s'agit également des députés et sénateurs, membres des commissions permanentes des droits humains, politiques, administratifs et juridiques, économiques et financières, et de la Cour des comptes. Au niveau des cours et tribunaux, des magistrats et personnels administratifs, des représentants des organisations de la société civile évoluant dans le domaine de la corruption et d'une manière générale de la population congolaise. S'agissant des activités réalisées par objectifs spécifiques, pour ce qui est de renforcement des capacités des acteurs clés impliqués dans la lutte contre la corruption, l'activité principale consistait à la formation et à la sensibilisation de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption sur le thème « Lutte contre la corruption et droits de l'homme ». À cet effet, 4 ateliers avaient été organisés, dont le premier à l'intention des membres, cadres et agents de la CNDH, le deuxième en faveur des membres des organisations de la société civile, le troisième à l'intention des membres des mécanismes institutionnels de lutte contre la corruption et enfin le quatrième à l'intention des autres acteurs publics et privés. S'agissant de l'organisation de l'atelier de formation des membres, cadres et agents de la CNDH, cet atelier avait été organisé en date du 21 octobre 2021 dans la grande salle de réunion du siège de l'institution et avait connu la participation de tous les membres, cadres et agents de la CNDH. 3 temps forts avaient marqué cette activité, dont le mot d'ouverture du président de la CNDH, les exposés et les travaux en groupe. À son mot d'ouverture, après avoir souligné l'importance du sujet et son impact négatif sur les droits de l'homme, je veux dire l'impact négatif de la corruption sur les droits de l'homme, le président avait rappelé la volonté politique du chef de l'État de lutter contre ce fléau dans le pays. Ensuite, il avait invité les participants à cet atelier à s'approprier de la question et à partager leurs connaissances et leurs expériences pour lutter contre la corruption dans le respect des droits de l'homme. En ce qui concerne les exposés, 3 orateurs étaient intervenus sur différents points dont le cadre juridique de la lutte contre la corruption en RDC, le partage d'expériences dans la lutte contre la corruption et la lutte contre la corruption pour un meilleur respect des droits de l'homme. En ce qui concerne l'exposé, le premier exposé, c'est-à-dire relatif au cadre juridique de la lutte contre la corruption, il avait été présenté par Maître Tchialamou Sassadon, bienvenue, secrétaire technique adjoint en charge de questions administratives à la CNDH. Avant d'aborder la question du cadre normatif et institutionnel de la corruption, l'orateur avait effleuré le problème de définition de la corruption, considéré comme le fait de solliciter ou d'accepter de manière directe ou indirecte par un agent public ou par toute autre personne de tout bien ayant une valeur monétaire ou de tout autre avantage tel qu'un don, une faveur, une promesse ou un profit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité en échange de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions. Ou encore, le fait d'offrir ou d'octroyer à un agent public ou à toute autre personne de manière directe ou indirecte de tout bien ayant une valeur monétaire ou de tout autre avantage tel qu'un don, une faveur, une promesse ou un profit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité
en échange de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions. La corruption en RDC est connue sous différentes dénominations dont les formes les plus répandues sont Mbote Alikasu, Madesu Yabana, Mive, Sombafard, 10%, pièces non cotées, etc. L'orateur a parlé de la protection juridique ou légale ainsi que du cadre institutionnel de la lutte contre la corruption en RDC. Il s'agit en ce qui concerne le cadre juridique, comme vu plus haut, de la Convention des Nations Unies contre la corruption au niveau international, au niveau régional et sous-régional, de la Convention de l'Union africaine et du protocole d'accord avec la communauté de développement de l'Afrique australe. Au niveau national, il s'agit de la Constitution, de la loi du 29 mars 2005, modifiant et complétant le décret du 30 janvier portant Code pénal congolais, du Code d'éthique des agents publics de 2006, exigeant aux chefs de l'État, aux membres du gouvernement, de soumettre la déclaration de leur patrimoine à la Cour constitutionnelle, et enfin, de la loi du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement de terrorisme. Pour ce qui est du cadre institutionnel, il s'agit de la Commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption qui avait été créée en 2003. Son but était de sensibiliser le public aux questions d'éthique et de lutte contre la corruption, d'augmenter la capacité des institutions nationales pour promouvoir l'intégrité, enquêter sur les activités de corruption et promouvoir la transparence. Or, depuis sa création, outre son manque d'indépendance, elle a fait face à des problèmes majeurs en termes de ressources et de logistique. Elle a donc finalement mis fin à ses activités en 2007. L'autre mécanisme, c'est l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle logé dans l'administration publique, qui est une structure étatique au sein du ministère de la fonction publique qui s'occupe de la promotion de l'éthique et de la lutte contre la corruption au sein des institutions publiques depuis 2003. L'OCEP prône la culture du travail et la bonne gestion de la chose publique en RDC. Il matérialise un aspect de la réforme de l'administration publique congolaise, à savoir l'axe promotion de l'éthique, de la lutte contre la corruption et de la déontologie. Sa mission est d'assurer dans les milieux professionnels et auprès du public la promotion, la diffusion, la vulgarisation et le suivi du code de conduite de l'agent public de l'État. À cet effet, il publie un rapport annuel sur l'application et l'efficacité du code en formulant des propositions, des mesures appropriées pour prévenir et sanctionner les violations des dispositions de ce code. Sa structure est composée d'un comité de direction et d'un conseil de surveillance composé des délégués de la présidence de la République, des ministères de la fonction publique, des finances, du Conseil supérieur de la magistrature et de la Cour des comptes et des entreprises du portefeuille de l'État. Il y a également la cellule nationale des renseignements financiers, CENAREF, qui a été mise en place en 2009 en octobre, lors du lancement de la campagne Tolérance Zéro. Le but de la CENAREF était de lutter contre le blanchiment d'argent et d'accaparement des fonds publics. Elle se charge de la récolte et d'analyse d'informations sur ces thématiques et conseille le gouvernement pour lutter contre ces phénomènes. Cependant, en pratique, ses moyens humains et financiers sont limités et elle ne peut agir de manière efficace. La Cour des comptes est responsable de l'examen des dépenses publiques et de l'audit des sociétés publiques. L'Assemblée nationale peut lui demander d'enquêter sur la gestion des ressources publiques par le gouvernement. Toutefois, son action est considérée peu efficace car, en effet, elle ne dispose ni de ressources budgétaires ni d'un site internet pour publier les rapports d'audit complets.
Les rapports des commissaires aux comptes sont largement ignorés et les personnes incriminées dans ces rapports restent impunies. L'initiative de transparence dans les industries extractives, ITIE. Concernant l'industrie extractive, il existe depuis 2007 un mécanisme. Dans ce cadre, les autorités congolaises publient chaque année un rapport sur la mise en œuvre de ce mécanisme. Le rapport ITIE sert à rendre public de manière transparente les paiements reçus par le gouvernement de la République de la part des entreprises minières. Il y a également l'Agence de prévention de lutte contre la corruption, qui est un établissement public avec comme mission prévenir et lutter contre la corruption. Elle succède au bureau de l'ancien conseiller du chef de l'État chargé de la lutte contre la corruption, le terrorisme et le blanchiment des capitaux. Elle a été créée par ordonnance présidentielle le 17 mars 2020. La Cour de cassation. La prise à partie vise uniquement les magistrats et ne fait pas de distinction entre les magistrats de siège et du parquet, étant donné que la loi dit seulement « tout magistrat de l'ordre judiciaire peut être pris à partie pour dol, concussion et déni de justice ». S'agissant du deuxième exposé, relatif au partage d'expériences dans la lutte contre la corruption, par Maître Okito Laurent, conseiller de la sous-commission permanente des droits économiques, sociaux et culturels à CNDH, l'orateur a entretenu l'auditoire sur la lutte contre la corruption menée dans le cadre du collectif des acteurs non étatiques, qui est une plateforme regroupant plusieurs ONG œuvrant dans le domaine de la corruption. Les activités étaient axées sur les campagnes de sensibilisation grâce à l'appui financier de l'ONG ABBA Barreau américain. Il est également axé sur l'assistance aux victimes et leur accompagnement. Cependant, les difficultés rencontrées liées à l'insuffisance des moyens financiers depuis que ABBA avait quitté 2018 fait à ce qu'aujourd'hui ces activités sont au ralenti et en baisse. S'agissant du troisième exposé, relatif à la lutte contre la corruption pour un meilleur respect des droits de l'homme, il a été présenté par votre servante, qui a présenté l'ampleur du problème dans le monde, en Afrique et en RDC, en montrant que tous les pays sont atteints par le phénomène, mais que ce sont les pays en développement qui en pâtissent le plus. Évoquant la question de l'impact de la corruption sur les droits de l'homme, il a été démontré que la corruption entrave de façon indirecte ou directe la jouissance des droits de l'homme, en ce qu'elle nuit à l'exercice des droits et libertés fondamentaux, porte atteinte et viole toutes les catégories de droits de l'homme sans exception et renforce les inégalités en réduisant la qualité de vie. Votre servante avait ensuite rappelé la mission de la CNDH, qui est la promotion et la protection des droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire national, ses attributions déterminant le rôle que la CNDH doit jouer dans la lutte contre la corruption en RDC, qui ont été définies, notamment dans le cadre de la coopération avec toutes les institutions de la République, les organisations de la société civile, ainsi qu'avec les mécanismes et organisations internationales et régionales du secteur. Par ailleurs, il a été également évoqué les défis auxquels la CNDH est butée dans la lutte contre ce fléau. Notamment, il s'agit de la nature pernicieuse de la corruption, car le corrompu et le corrupteur se cachent. Le défaut des preuves constitue un autre défi. La protection des lanceurs d'alerte, donc les défenseurs des droits de l'homme, l'insuffisance des ressources et la limitation des attributions de la CNDH, car la CNDH n'a pas de pouvoir contraignant pour la mise en œuvre des recommandations qu'elle adresse aux autorités, au pouvoir public. Il y a également le défi des pesanteurs culturels, car comme on l'a dit tout à l'heure, la corruption est ancrée dans la culture et la mentalité du Congolais.
Enfin, la nécessité d'une synergie d'efforts et de moyens pour lutter efficacement contre la corruption avait été soulignée à titre de conclusion sur ces mots. L'action de lutte contre la corruption ne doit pas se faire de manière isolée, mais plutôt être intégrée dans d'autres efforts visant à protéger et à promouvoir les droits de l'homme. Ces exposés ont été suivis d'échanges et discussions et les travaux en groupe avaient mis fin à l'atelier. Les participants ayant été répartis en 5 groupes constitués sur base de 5 domaines retenus, notamment celui de l'éducation, de la santé, du genre, de la sécurité et de l'environnement. Au cours de ces travaux, les participants devraient identifier un fait de corruption relevé dans les domaines précités, définir les stratégies à mettre en place pour aborder le problème, identifier les institutions étatiques et non étatiques à saisir et déterminer le rôle des acteurs dans chacune de ces institutions et enfin élaborer un message de sensibilisation sur les cas identifiés. S'agissant de la deuxième activité relative à l'organisation d'un atelier de formation et des représentants des organisations de la société civile évoluant dans le domaine de lutte contre la corruption. L'atelier avait été organisé en date du 23 octobre dans la grande salle de réunion de la CNDH et avait connu la participation des ONG-DH impliquées dans le domaine de la corruption. À l'instar du précédent atelier, cette activité avait connu 3 temps forts, dont le mot d'ouverture du président de la CNDH, les exposés et les travaux en groupe. Dans ce mot d'ouverture, le président avait exhorté les participants à contribuer activement aux travaux vu leurs expériences dans le domaine. Et s'agissant des exposés, Maître Tchiala Moussassa avait parlé du cadre juridique de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, comme évoqué tout à l'heure. Il y a d'autres intervenants, dont M. Roger Boupiri, Bourumbu, expert électoral, qui avait débattu du thème de la corruption dans le processus électoral. L'orateur avait commencé par donner la différence entre le processus électoral et le cycle électoral, qui réside dans le fait que par le processus électoral, il faut entendre un ensemble d'opérations techniques dont les unes sont critiques et les autres se chevauchent, tandis que le cycle électoral, par contre, est un outil de planification qui indique la succession des activités d'une manière logique et répétitive. Le cycle électoral étant composé de 3 périodes qui se succèdent de la manière suivante: post-électorale, consacrée aux stratégies; période préélectorale, qui consiste à la préparation des opérations; et la période électorale, qui consiste à la mise en œuvre des opérations. L'orateur a souligné que la corruption pouvait intervenir dans chacune de 3 périodes précitées et qu'aucune période électorale n'est épargnée par la corruption. Pour l'orateur, la vulnérabilité du cycle électoral à la corruption est liée à la compétition et aux intérêts socio-économiques des individus. Chacune de 8 étapes n'est épargnée de tentatives ou d'intrusion de la corruption sous ses différentes formes. Dans la phase 1 de la période post-électorale, où il s'agit d'évaluation et de réformes, les audits, actualisation des listes électorales, renforcement institutionnel et développement professionnel, archivage et recherche, le risque dans cette phase peut intervenir dans l'audit pour cacher certaines réalités de mégestion. Dans la deuxième période préélectorale, qui consiste à la préparation des opérations, révision du cadre juridique, s'il y a nécessité du cadre légal et réglementaire, des systèmes électoraux
et les délimitations des circonscriptions électorales mises en place, de la cartographie électorale, révision des structures électorales et des codes de bonne conduite, l'orateur a révélé que certains hommes politiques utilisent également la corruption pour faire créer une cartographie à leur faveur. On assiste alors à une multiplication de sites de vote ou des bureaux de vote qui ne respectent pas les normes, mais qui favorisent une tendance politique. Dans la troisième phase de planification des mises en œuvre, la corruption peut intervenir dans la budgétisation, le recrutement du personnel et surtout dans l'acquisition des matériaux électoraux, dit l'orateur. Dans la quatrième phase de la formation et de l'éducation, la corruption peut également intervenir dans les contentieux, dans les développements des capacités des organes de gestion électorale, des juges du contentieux et des autres parties prenantes, ainsi que dans le renforcement des activités de sensibilisation électorale et du développement des cadres de concertation. Dans la phase 5, celle des enregistrements et nominations, certains hommes politiques peuvent recourir à la corruption des agents électoraux dans l'enregistrement des électeurs afin de gonfler les sièges dans leur circonscription. Dans la phase 6, la campagne électorale est également une période où la corruption bat son plein à travers l'accès aux médias, la régulation des médias et des campagnes électorales, du suivi des affiches électorales, code de conduite, infractions et sanctions, financement des partis politiques. Dans la troisième période électorale, dans la phase 7, les opérations de vote et les jours des élections, cette phase est la plus vulnérable pour ce qui est de corruption. Les hommes politiques savent réellement que des agents électoraux en crise d'éthique peuvent se faire corrompre pour favoriser certains candidats. C'est le moment le plus tentaculaire pour des actes de corruption. Dans la phase 8, l'orateur poursuivra que dans cette phase de vérification des résultats, comme pendant le vote, le centre de compilation des résultats est aussi un milieu où la corruption peut fonctionner très bien. Il conclura son exposé pour dire que la corruption peut s'inviter dans les 3 périodes et les 8 phases du cycle électoral. La question reste celle de placer les garde-fous en utilisant une bonne surveillance et contrôle d'une part et faire appliquer la loi d'autre part. Pour ce qui est du troisième exposé, qui a été présenté par M. Serge Moutamba, expert dans le secteur minier, il a développé le thème relatif à la corruption dans le secteur minier et l'orateur a attiré l'attention sur le fait que c'est un secteur qui produit beaucoup de ressources mais qui accuse un manque à gagner important pour l'État à cause de la corruption qui est très élevée, surtout dans la location des gisements et la construction des ouvrages et infrastructures. Il a plus proposé des recommandations, dont entre autres de revoir les contrats miniers et le code minier, de créer une bourse des matières premières, d'intensifier ou renforcer la mobilisation de la société civile dans le domaine du secteur minier et de réviser la loi sur la sous-traitance. S'agissant de l'exposé 4, présenté par Maître Moupili Carlos, conseiller de droit civil à la CNDH, qui s'est apaisanti sur la corruption dans le secteur de l'enseignement supérieur et également dans les médias. L'orateur a fait remarquer que la corruption intervient le plus dans l'évaluation des apprenants et a martelé son impact négatif dans la qualité de l'enseignement, aujourd'hui très en baisse à cause de ce fléau qui gangrène le secteur. Pour ce qui est des médias, il a fait la différence entre la télécommunication et la communication. Celle-ci réside au fait que la télécommunication se préoccupe des infrastructures et des transports des informations,
tandis que le secteur de la communication est le secteur de plus en plus infiltré par la corruption, surtout dans le coupage, c'est-à-dire dans le message à communiquer au public. Enfin, le sixième exposé a été également présenté par votre servante, suivant le même ordre d'idées qu'avec les membres, cadres et agents de la CNDH. Et enfin, cette session, cet atelier s'est terminé avec des travaux en groupe. La troisième activité consistait en l'organisation d'un atelier d'échange d'informations et de partage d'expériences en matière de lutte contre la corruption et les droits de l'homme avec les membres des mécanismes de lutte contre la corruption que j'avais cités plus haut. Ce renforcement de capacité avait été réalisé sous forme d'un atelier d'échange et d'informations, de partage d'expériences dans le domaine. À cet effet, les thèmes développés dans les lignes qui suivent avaient été inscrits au menu après le mot de bienvenue d'ouverture du président de la CNDH et avaient été animés par 8 intervenants des différents mécanismes. Le premier exposé, relatif au cadre juridique national, régional et international de lutte contre la corruption, avait été développé par le professeur Luzolo Bambilesa, ministre honoraire de la Justice, ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, le terrorisme et le blanchiment des capitaux, expert international dans la lutte contre la corruption. En 3 points ci-après, il a développé le thème et, avant d'entrer dans le fond du sujet, avait déploré le fait qu'en RDC sont déjà organisés plusieurs ateliers, conférences et discours sur la lutte contre la corruption qui malheureusement n'ont pas produit les effets escomptés. Il a en outre fait observer qu'en RDC, tout le monde sait définir la corruption, car celle-ci est un phénomène courant dans notre société. Ainsi a-t-il défini la corruption comme étant un recours abusif à des pratiques non autorisées afin d'avoir des profits personnels. Enfin, il a fait observer que la corruption dans notre pays est un produit de l'importation de la colonisation belge et concernant le cadre normatif national, l'intervenant a révélé que la loi réprimant la corruption a été introduite par le décret de 1940 portant code pénal congolais qui ne définit presque pas la corruption au regard de l'évolution du concept et son intensification dans les sociétés. Nonobstant les avancées enregistrées sur le plan législatif, notamment avec la promulgation de la loi de 2005 qui offre l'avantage d'avoir élargi les actes matériels constitutifs de l'infraction de corruption, l'orateur avait noté que la RDC compte très peu de cas de jurisprudence rendus contre les corrompus et les corrupteurs. Aussi a-t-il dit, beaucoup de juristes méconnaissent les lois en cette matière et s'appuient de fois sur le texte des lois déjà abrogées. Au niveau régional, l'intervenant a évoqué 2 textes, à savoir la Convention de l'Union africaine ainsi que le protocole de la SADC de 2001. S'agissant du cadre institutionnel, l'orateur a énuméré les mécanismes chargés de lutte contre la corruption en RDC, tout en saluant à juste titre la volonté politique du chef de l'État ayant concouru à la création au sein de la présidence des mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption. Concernant la dynamique des partages d'expériences, l'intervenant a présenté l'ampleur de la corruption en RDC qui demeure préoccupante. Ce fléau, a-t-il dit, affecte tous les secteurs de la vie nationale, comme nous l'avions dit précédemment, avec des foyers plus ardents dans les secteurs économiques et financiers, budgétaires et miniers. Elle se manifeste en tout lieu jusqu'à devenir un mode de vie. Ainsi, plus de 50% de la population pratique la corruption sans en être inquiétée.
L'intervenant a pour terminer appelé à la lutte acharnée contre la corruption pour la survie de la République, tout en reconnaissant l'échec de la génération actuelle à léguer à la génération future un pays des hommes intègres. Pour l'orateur, il est souhaitable que la sanction soit efficace. Par là, il a soutenu que la chicotte est nécessaire. Fimbu, on ne peut pas jouer avec la chicotte ni la banaliser par une danse. Il a terminé sa présentation par quelques recommandations qui font également l'objet des recommandations reprises dans le présent rapport. L'exposé 2 avait été animé par l'honorable Jean-Pierre Passisa-Pamba, qui est le vice-président du réseau des parlementaires africains contre la corruption et président du réseau des parlementaires contre la corruption de la RDC. L'orateur a relevé que la corruption en RDC est à comprendre comme un problème de gouvernance qui débouche de l'échec des institutions et de l'incapacité à gérer la société sur la base d'un dispositif de frein et contre-pouvoir. Ceux et celles qui devraient être en premier plan de la lutte sont eux-mêmes corrompus ou corrupteurs. Il a précisé que le rôle du parlementaire dans la lutte contre la corruption découle de sa mission constitutionnelle, à savoir représenter directement le peuple, légiférer en son nom et contrôler les actions de l'exécutif. Le vote des lois ainsi que le contrôle parlementaire à travers les outils mis à la disposition du parlementaire, dont la Constitution et les règlements intérieurs, constituent l'un des puissants instruments de lutte contre la corruption au sein de l'exécutif. À ce titre, le parlementaire influe sur l'application rigoureuse des textes réglementaires par ceux qui détiennent le pouvoir, vote un cadre juridique qui criminalise la corruption, enseigne les valeurs cardinales, morales et éthiques dans sa circonscription électorale, insiste sur la sensibilisation et l'implication du public dans la dénonciation sans se lasser, influe sur le contrôle politique et exige les sanctions, et enfin exige le respect de l'exécution du budget dans les règles de l'art. Évoquant le contrôle parlementaire comme outil de lutte contre la corruption. L'intervenant a déploré la complaisance avec laquelle ce pouvoir est exercé en RDC. Les intérêts partisans et politiciens ont pris place de la recherche du bien-être socio-économique de toute la nation. Les parlementaires cessent de légiférer pour la nation, mais s'en vont dans la protection des individus ou des institutions, a-t-il dit. La culture politique congolaise est devenue favorable à la corruption. Ainsi, il s'observe auprès des parlementaires des contrôles parlementaires qui n'existent que de nom, parce que personne n'a été destitué par motion. Pourtant, il s'observe jour et nuit que la corruption gangrène les institutions publiques et privées. Les pratiques telles que mot d'ordre, discipline du parti, majorité et opposition, motion ou interpellation alimentaire, pratiques qui ternissent l'image du Parlement, laissant ainsi la cour libre à la corruption. Et enfin, l'absence de sanctions politiques infligées par le Parlement aux membres du gouvernement ou aux mandataires publics coupables de corruption. Parlant des stratégies de lutte contre la corruption reconnues au Parlement congolais, l'honorable a nommé à l'intention de l'assistance les stratégies suivantes: la mise sur pied des commissions d'enquête, des auditions des membres du gouvernement et mandataires publics, les commissions parlementaires, les questions écrites, les questions orales avec débat et l'interpellation. Il a en outre évoqué les réalisations du Parlement sur la question,
Elles sont essentiellement basées sur les initiatives législatives liées au cadre juridique de lutte contre la corruption. En conclusion, l'orateur a dit, pour éradiquer la corruption, il faut mener un combat de longue haleine, permanent, et qui requiert une approche globale étayée par un solide appui parlementaire, par des votes de lois anticorruption et contrôle citoyen de l'exécutif. Les parlementaires doivent donc prêcher par l'exemple et faire preuve d'autodiscipline, a-t-il dit pour clore son exposé. Des missions et réalisations du conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de l'Agence de prévention et de la lutte contre la corruption. L'intervenant a d'abord remercié les organisateurs, dont la CNDH, pour l'invitation à cet atelier, qui s'inscrit, d'après lui, dans la suite logique aux États généraux qui s'étaient tenus récemment en RDC sur la corruption. Abordant cette thématique, M. Thierry Mboulamoko avait centré sa présentation sur la mission de son agence, ses activités, ses défis, ainsi que sur les droits de l'homme. En ce qui concerne l'agence, l'on retiendra que c'est un service spécialisé au sein du cabinet du chef de l'État président de la République, créé par ordonnance numéro 20/013 bis du 17 mars 2020, portant organisation et fonctionnement des services du conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et ce, en vue de se conformer aux exigences de la Convention des Nations Unies contre la corruption que la RDC a ratifiée depuis 2006. Dans l'exercice de sa mission, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption jouit de l'indépendance fonctionnelle. Elle coordonne tous les services et organismes publics en charge de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux, la criminalité organisée et les infractions assimilées. Elle a pour mission donc de définir et de mettre en œuvre tous les programmes permettant de détecter les agissements susceptibles d'être considérés comme relevant de la corruption ou d'une infraction assimilée, de mener toute étude et diligenter des enquêtes nécessaires, de provoquer des poursuites pour faire sanctionner toute personne ou tout groupe de personnes, organisations, organismes, entreprises ou autres services impliqués dans les actes de corruption, de blanchiment des capitaux et des faits assimilés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et enfin d'assurer la restitution des biens volés. En outre, l'orateur a établi dans son intervention les traits d'union entre la corruption et les violations des droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels et droits collectifs qui résideraient notamment dans le fait de saper l'administration de la justice ainsi que la prestation des services publics, de dilapider les ressources publiques à affecter au développement, de l'incapacité du gouvernement à assurer des services sociaux de base, de renforcer les inégalités et les antivaleurs. Parlant des défis, le coordonnateur de l'agence a fait part à l'assistance des obstacles auxquels son agence fait face et qui se rapportent à la faiblesse des fonds alloués par le gouvernement à la lutte contre la corruption, la mentalité et la culture congolaise qui restent favorables à la pratique des antivaleurs dont la corruption. Il a terminé son exposé par la formulation des recommandations qui ont été notées. Le quatrième exposé, développé par M. Kangou Diamoutambaye, conseiller spécial du chef de l'État,
et coordonnateur de la coordination pour le changement de mentalité. Le coordonnateur a défini la corruption comme une gangrène qui a élu domicile dans toutes les sphères de la vie nationale. Elle est un mal qui prive l'État de ressources conséquentes pour mettre en œuvre sa politique, a-t-il poursuivi. Évoquant l'homme congolais, chez qui la pratique de corruption est décriée, il soutient que ce dernier est le fruit d'une société où il a été exposé aux antivaleurs de tout genre, laquelle exposition a produit la destruction du tissu moral et a habitué l'homme congolais à la pratique des antivaleurs. Entendu que l'homme est le reflet de ce qu'il consomme par la communication, l'intervenant a souligné qu'il fallait administrer à l'homme congolais une communication de choc qui, selon lui, saura redonner la vie à un Congo presque déjà mort. Si, par la communication, a-t-il dit, nous avons perdu des générations entières dans l'inversion des valeurs, par la communication aussi, nous pouvons sauver ce qui reste de ces générations et surtout investir dans la création de nouvelles générations à mentalité changée, réconciliées avec les valeurs morales et éthiques, a-t-il conclu. Enfin, pour clore son exposé, il a déclaré « Nous avons donc le choix entre la corruption au profit de quelques-uns, mais un suicide pour tous et la conversion morale, gage du salut public. » Le cinquième exposé, relatif à l'importance de l'inspection générale des finances IGF dans la lutte contre la corruption, a été animé par M. Herman Ieleza Kebekenza, inspecteur coordonnateur à l'IGF. L'intervenant est revenu sur la mission de l'IGF, ses réalisations ainsi que la ferme détermination de son institution à en finir avec les antivaleurs. Ainsi, l'IGF a pour mission de vérifier, assurer l'audit technique, administratif, financier et comptable a priori et a posteriori sur l'ensemble de l'administration publique nationale. Pour ce faire, elle a notamment pour attribution d'évaluer les performances en matière financière des assujettis au contrôle de l'inspection générale des finances, de veiller au respect strict des lois et règlements régissant la gestion financière et comptable de l'État, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics, de vérifier la gestion des deniers, valeurs et titres appartenant ou confiés à l'État, aux collectivités locales, aux entreprises et aux établissements publics, aux agences de partenariat et proposer toute mesure susceptible de sauvegarder les intérêts du trésor public et de ses correspondants. Vérifier la régularité des opérations financières des recettes, des dépenses et de trésorerie effectuées par les services publics, les régies financières et les comptables publics et enfin contrôler en fin d'exercice budgétaire les ordonnateurs, les administrateurs et gestionnaires des crédits. Sur ce, l'intervenant a éclairé l'assistance sur les résultats obtenus à l'issue des récentes missions effectuées par l'IGF dans le cadre de la lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics et blanchiment des capitaux. Ces missions ayant conduit à un débat de l'instauration de la culture de gestion transparente, à un début de l'instauration de la culture des gestions transparentes des deniers publics et ont permis d'arrêter la commission de certains faits de corruption et autres antivaleurs dans le chef des responsables institutionnels et des mandataires publics. Par ailleurs, il a fait observer que l'action de l'IGF seule ne suffisait pas
étant donné l'ampleur de la problématique en question, la combinaison d'efforts, la complémentarité et la synergie d'action s'imposent tant au niveau institutionnel qu'individuel afin d'en venir au bout de ce fléau dévastateur. Le 5e exposé relatif à l'agent public, l'éthique et lutte contre la corruption a été développé et animé par le professeur Saint-Augustin Mwendambali, directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de contrôle d'éthique professionnelle. Ce dernier a d'abord remercié la CNDH pour son invitation et les a félicités pour l'innovation introduite en RDC par l'institution du rapprochement des acteurs dans la lutte contre la corruption selon une approche basée sur les droits de l'homme. Dans son adresse, le professeur et doyen de la lutte contre la corruption en RDC a fait part à l'assistance du cadre logique de l'évaluation d'une politique d'intégrité à bâtir au pays. À ce sujet, 8 éléments fondamentaux sont à observer selon l'orateur, dont un engagement politique, une hiérarchie soucieuse de l'éthique, des codes de conduite exploitables, des mécanismes de socialisation professionnelle, des mécanismes de reddition des comptes. Il a également amené les participants à une compréhension commune de qu'est-ce qu'un agent public de l'État dans son sens classique, aussi bien dans le sens le plus large de l'éthique, ainsi que des valeurs de référence en matière d'éthique applicables à l'agent public congolais. Par ailleurs, il a pour sa part défini la corruption comme étant un abus de l'exercice du pouvoir ou de toute autre position dominante à des fins personnels. Celle-ci va au-delà de la recherche d'un gain financier ou matériel illicite, a-t-il dit, pour aborder la question de l'aspect moral et éthique de la corruption. Il est à noter qu'il existe une étroite relation entre l'éthique et la lutte contre la corruption. C'est notamment par le fait de l'immersion aux valeurs éthiques et l'observance stricte des prescrits du code de conduite de l'agent public de l'État qui sont des moyens efficaces pouvant amener l'agent public de l'État à lutter contre la corruption, a-t-il dit. L'intervenant en outre a entretenu l'assistance au devoir sacré de l'agent public de l'État à lutter contre la corruption telle que cela est renseigné dans les dispositions des articles 7, 8, 16, 17 du Code d'éthique de l'agent public de l'État. Outre les quelques mesures d'implémentation du Code d'éthique de l'agent de l'État, l'orateur a présenté les défis que rencontrent les praticiens de la lutte contre la corruption en RDC. Ils sont essentiellement fonction de l'homme congolais qu'il faut redéfinir. À titre indicatif, on note la résistance farouche au changement de mentalité, l'impunité dont bénéficient les corrupteurs et les corrompus, la culture de gain facile, l'inadéquation entre la volonté politique et lutte contre la corruption sur le terrain. La corruption est devenue un mode de vie et de gestion. La faiblesse des opérateurs économiques qui ne dénoncent pas les pratiques de corruption, la complicité de la population avec les corrompus et les corrupteurs, la complicité des acteurs de la société civile avec les opérateurs économiques impliqués dans la corruption, l'absence de médias d'investigation à l'instar du journal de référence Plus. À l'instar des précédents orateurs, il a clos sa présentation en formulant quelques recommandations contenues dans le présent rapport. Le 7e exposé a été développé par votre servante, toujours dans le cadre de la lutte contre la corruption pour un meilleur respect des droits de l'homme. Abordant le sujet
Elle a rappelé la mission de la Commission nationale des droits de l'homme. Elle a parlé de l'impact de la corruption sur les droits de l'homme, a martelé les impacts négatifs de la corruption sur les droits humains en insistant sur l'impact disproportionné de la corruption sur les femmes. En ce qui concerne le rôle de la CNDH dans la lutte contre la corruption, votre servante a précisé les attributions liées à sa mission de promotion et de protection, ainsi que celles relevant du domaine de la coopération avec toutes les institutions, tant de la République qu'avec les organisations de la société civile, ainsi que des organisations internationales régionales de protection des droits de l'homme. Ainsi, la CNDH est appelée à formuler des suggestions susceptibles de susciter le sens des devoirs indispensables à la promotion collective des droits de l'homme aux institutions de la République, de développer des réseaux et de relations de coopération avec les institutions de la République, les organisations locales, nationales et internationales poursuivant les mêmes objectifs. Elle est appelée à émettre des avis et faire des propositions au Parlement, au gouvernement et aux autres institutions concernant les questions des droits de l'homme ainsi qu'au droit international humanitaire et à l'action humanitaire et d'établir un cadre de travail permanent avec les autres mécanismes impliqués dans la corruption. S'agissant des défis auxquels la CNDH est confrontée, on retiendra ce qui avait été dit précédemment dans l'activité réalisée pour la formation des membres cadres et agents de la CNDH ainsi que des membres des organisations de la société civile. S'agissant de la quatrième activité relative au renforcement des capacités, la CNDH a organisé un atelier de formation en faveur des représentants des entreprises publiques et privées et autres services publics et privés, des représentants des ministères clés. Les thèmes inscrits au menu ont été développés par différents experts des mécanismes de lutte et par des experts indépendants tels que décrits dans les lignes qui suivent. Vulgariser le cadre normatif de la lutte contre la corruption, former et sensibiliser les participants sur la lutte contre la corruption et les droits de l'homme en RDC, identifier les obstacles dans la lutte contre la corruption et faire des recommandations y relatives. L'homme congolais, la lutte contre la corruption, pour quelle communication? L'impact de la corruption dans les affaires, dans le monde des affaires, et la lutte contre la corruption pour un meilleur respect des droits de l'homme. S'agissant de la communication ciblant à l'intention du Congolais par le cordon adjoint du coordonnateur de la coordination de changement des mentalités, M. Justin Bendessa Nanzama, celui-ci a évoquant l'homme congolais, chez qui la pratique de la corruption est décriée. Il soutient que ce dernier est le fruit d'une société où il a été exposé aux antivaleurs, comme l'a dit son prédécesseur. Et si par la communication, a-t-il dit, nous avons perdu des générations entières dans l'inversion des valeurs, par la communication aussi, nous pouvons sauver ce qui reste de ces générations et surtout investir dans la création de nouvelles générations à mentalité changée, réconciliée avec les valeurs morales et éthiques, a-t-il ajouté. Il a conclu en déclarant que la lutte contre la corruption passe par le changement des mentalités, partant de l'aspect culturel de la corruption dans le vécu des Congolais. Par rapport à l'impact de la corruption dans les mondes des affaires, développé par M. Claude Maluma, président de la Chambre de commerce et investissement Congo d'abord, d'entrée de jeu, l'orateur a rappelé que la corruption n'est pas un phénomène nouveau au Congo.
Tout peut s'acheter au Congo, dit l'orateur, notamment une décision judiciaire, un diplôme d'études, une nomination politique, etc. Il a rappelé les formes de la corruption, la petite et la grande. Par la corruption, a-t-il dit, les expatriés sont devenus des rois au Congo. Un expatrié est en même temps importateur, déclarant et agent douanier. Pour l'orateur, les victimes de la corruption dans les affaires sont les Congolais. L'expression utilisée pour masquer la corruption dans le monde des affaires est « l'argent ne circule pas ». Il a poursuivi sa présentation par des questionnements et des interrogations dont « quel est cet argent qui ne circule pas ?» L'argent pour l'orateur, l'argent issu de la corruption et c'est de l'argent volé. Il a donc interpellé chacun des Congolais qui demeurent silencieux face aux actes de corruption à dénoncer ce mal qui ronge notre société. Pour clore son intervention, il a dit que si chaque Congolais se contentait de ce qu'il gagne, nous réussirons à faire développer le Congo. Cela demande un engagement ferme et un sacrifice à consentir. S'agissant de la lutte contre la corruption pour un meilleur respect des droits de l'homme, il a été développé par le professeur Marie-Thérèse Kenge-Ngomba Chilombai, coordonnatrice de la sous-commission permanente de droits collectifs de la CNDH. Elle a non seulement parlé de l'effet dévastateur de la corruption sur la qualité de la vie et l'accessibilité des biens et services, elle a également fait état de l'ampleur du problème en soulignant que le mal court dans tous les pays du monde, mais que c'est dans le pays développé qu'il est en voie de développement qu'il est le plus destructeur. Et que la République démocratique du Congo, depuis son accession à l'indépendance jusqu'à ce jour, n'est pas épargnée par ce fléau. Enfin, elle a défini le rôle de la CNDH dans la lutte et terminé son exposé en insistant sur le fait que la lutte contre la corruption nécessitait de déférer les actions pour des meilleurs résultats. Par rapport à au deuxième objectif de mener de plaidoyer auprès des autorités pour leur implication dans la lutte contre la corruption et les droits de l'homme, la CNDH a organisé principalement deux activités. L'une s'agissait d'une organisation de sondage d'opinion auprès de la population à travers les médias sur la corruption et ses impacts dans la société. Dans cette rubrique, la CNDH avait organisé 3 émissions radio sur la corruption afin de recueillir l'opinion de la population, notamment sur les secteurs les plus incriminés dans la corruption et leurs propositions par rapport à l'amélioration de la lutte contre ce fléau dans notre pays. Ces émissions ont été réalisées sur 2 chaînes de radio, dont 2 sur la chaîne de radio 7, en date du 1er et 8 novembre, au cours de l'émission intitulée « À la barre », d'une durée d'1 heure chacune. Elle passe en direct et est animée par M. Dieu Merci Bacino, qui reçoit les appels des auditeurs en direct et même après l'émission. Après cette émission, selon les avis émanant des auditeurs de cette chaîne, les secteurs suivants ont été cités comme les plus impliqués dans la corruption dans notre pays. Il s'agit du secteur de la justice, suivi de la police, du secteur de l'éducation, que ce soit l'enseignement supérieur et l'enseignement primaire, secondaire et technique, la fonction publique, donc l'administration publique,
le secteur des douanes, de santé des mines et de l'énergie, notamment la SNEL et la régie des eaux. La deuxième chaîne à travers laquelle la CNDH a réalisé son sondage d'opinion, c'est la chaîne de radio Top Congo en date du 11 novembre 2021, au cours d'une émission intitulée Parlons-en, d'une durée de 2 heures et qui est co-animée par M. Marcel Kitambala et Thierry Kamboudi, avec comme invité votre rapporteur. Après avoir présenté la mission de la CNDH sur le problème de corruption en RDC qui touche tous les secteurs de la vie nationale, il a été demandé aux auditeurs de donner les secteurs les plus incriminés dans la pratique de la corruption et de faire des recommandations pour l'amélioration de la situation. De l'avis de plus ou moins 50 appels reçus et plusieurs SMS, il se dégage par ordre des secteurs les plus touchés au moins touchés ce qui suit. Le secteur de la justice, l'administration publique, l'éducation avec les SU et les PST, la police avec un accent particulier marqué par la police de circulation routière, l'armée, le ministère du Travail à travers l'inspection de travail, le ministère des Finances à travers les régies financières et douanes, le ministère de Budget, le ministère des Affaires étrangères à travers le service de délivrance de passeports, le Parlement, quelques services de la présidence, le ministère de l'Énergie, dont la SNEL et la Régie des eaux. Des recommandations ont été formulées à l'adresse des autorités compétentes et quelques-unes d'entre elles sont reprises dans le présent rapport. La deuxième activité qui a permis à la CNDH de récolter les éléments pour un meilleur plaidoyer auprès des autorités, c'était l'organisation d'une réunion d'échange d'informations et de plaidoyers sur la lutte contre la corruption et les droits de l'homme tenue dans cette même salle en date du 11 novembre. Cet atelier, cette réunion avait regroupé les représentants de toutes les parties prenantes, dont les représentants des mécanismes de lutte, les membres des cabinets ministériels, des secrétariats généraux, des cours et tribunaux, les responsables des entreprises publiques et privées, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers. Au cours de cet atelier, il a été question d'évaluer la corruption, la lutte contre la corruption en RDC par l'évaluation du cadre normatif, les résultats enregistrés sur terrain depuis que les mécanismes de lutte avaient été mis en place, de parler des efforts fournis par chaque secteur ministériel dans la lutte et de faire des recommandations pour la prise des décisions idoines. Alors, pour ce qui est de l'évaluation du niveau du cadre juridique qui a été fait par le professeur Luzolo Bambi, expert international dans la lutte contre la corruption, celui-ci a relevé qu'il y a une mauvaise application de la loi par les acteurs de la justice. Les cours et tribunaux n'ont presque pas de décisions judiciaires condamnant les auteurs des actes de corruption. Et par ailleurs, il a été noté l'ignorance et la méconnaissance des instruments juridiques internationaux, régionaux, sous-régionaux et nationaux par les magistrats, par certains magistrats, certains faisant référence aux textes déjà abrogés pour traiter de la question de la corruption. L'évaluation au niveau du comportement des agents publics de l'État a été faite par le professeur Mwendambali, directeur général de l'OCEP. Selon l'orateur, tout tourne autour de la non-application du code de conduite de l'agent public de l'État, du fait que les dispositions pertinentes et obligatoires de ce code ne sont pas appliquées. Pour l'orateur, la meilleure évaluation a été faite par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans son prononcé à l'occasion de la première édition de la Journée africaine
de lutte contre la corruption en date du 11 juillet 2019, dont le thème était intitulé « Vers l'élaboration d'une position africaine commune sur le recouvrement des avoirs liés au fait de la corruption ». Le troisième exposé s'agissait de la présentation des résultats de sondages d'opinion réalisés par la CNDH auprès de la population à travers les médias par Maître Tiala Moussa Sadon, bienvenue. Bien que tous les secteurs de la vie nationale soient touchés par ce fléau, les résultats obtenus par le sondage ainsi que par certains éléments récoltés des activités réalisées par la CNDH ont estimé que la corruption est plus accentuée dans les secteurs suivants: le secteur de la justice, l'administration publique, la police nationale congolaise, le secteur de l'éducation, de la santé, des affaires étrangères à travers le service de passeport, le secteur des affaires foncières, le secteur des mines, le secteur d'énergie, le ministère du Travail, notamment l'inspection du travail, le ministère des Finances, le Parlement et quelques services de la présidence. Après échange et discussion, des recommandations ont été formulées pour la prise des mesures idoines. Enfin, par rapport au troisième objectif, mettre en place un cadre de travail permanent avec les acteurs clés impliqués dans la lutte contre la corruption, une activité a été réalisée, celle de l'organisation d'un atelier de présentation et d'adoption d'une feuille de route de collaboration entre différents acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption. Cet atelier s'est tenu à la fin d'un autre en date du 11 novembre, toujours dans cette même salle de conférence internationale des affaires étrangères. Une feuille de route a été présentée et adoptée après amendement à l'occasion. Celle-ci a été adoptée après amendement dans les termes suivants: la dénomination du cadre comme forum permanent de concertation des mécanismes de lutte contre la corruption et les droits de l'homme, dont l'objectif général est de converger les efforts pour contribuer à la lutte contre la corruption par la mise en place d'un cadre de concertation permanent de prévention et de lutte contre la corruption basé sur une approche des droits de l'homme. Et de manière spécifique, il sera question pour ce forum d'organiser des réunions périodiques de partage d'informations au sujet de la situation des droits de l'homme liée au fait de la corruption, de suivi des dossiers transférés les uns aux autres, ainsi que de diverses recommandations relatives à la corruption adressées à l'État congolais par les mécanismes régionaux et internationaux des droits de l'homme, dont les PU, les organes de traité et les procédures spéciales. Il sera également question de désigner un point focal au sein de chaque mécanisme pour évoquer régulièrement des sujets d'intérêt commun, de soutenir le rôle des uns et des autres lors des enquêtes, de suivi des dossiers, de la collecte des informations, des données, du transfèrement de certains cas de violation des droits de l'homme issus des faits de corruption aux autres mécanismes et en plus de pouvoir d'action ou à large mandat que celui de la CNDH, de mener des activités conjointes, notamment de promotion, d'appui technique dans diverses activités, de protéger les lanceurs d'alerte considérés comme défenseurs des droits de l'homme, de vulgariser les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux en la matière. Les acteurs de ce forum sont constitués par ceux de l'institution président de la République, dont l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, la coordination pour le changement de mentalité, l'inspection générale des finances, le conseil présidentiel de veille stratégique, au niveau du Parlement, du réseau des parlementaires contre la corruption, de membres de la Cour des comptes,
de la Commission des droits humains et de l'ECOFIN ainsi que de la Commission PAJ. Au niveau du gouvernement, les représentants des ministères d'État et de la Justice, de la fonction publique, OCEP, de ministère des droits humains, de Sénaref, de ministère de l'Intérieur, donc des représentants de la PNC et de la Défense, des cours et tribunaux, les parquets y rattachés ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature, les représentants des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la corruption, ainsi que de certains partenaires techniques et financiers. Les stratégies à mettre en place consistent en la sensibilisation, au plaidoyer, au renforcement des capacités, des réunions d'échange et d'informations et de partage de bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption, ainsi que du suivi des recommandations. Enfin, la dernière activité menée dans le cadre du projet, c'est la production et la publication du rapport qui est en train de se faire. Alors, les résultats obtenus, comme résultat obtenu au cours de ce projet, les capacités des acteurs clés impliqués dans la lutte contre la corruption a été renforcée en matière de corruption et lutte contre la corruption et les droits de l'homme. Un plaidoyer a été mené auprès des autorités et se poursuivra même après la fin du projet. Un cadre de travail permanent est mis en place déjà avec l'adoption de la feuille de route intervenue en date du 11 novembre. Et enfin, le rapport final de toutes ces activités a été produit et sa publication touche déjà à sa fin. Enfin, le rapport, nous l'avons terminé par la conclusion et les recommandations. À titre de conclusion, la corruption sous toutes ses formes impacte négativement à des degrés divers sur la jouissance et l'exercice des droits de l'homme. Lutter contre la corruption revient donc à prévenir les violations de droits de l'homme et concourir à l'instauration d'un état de droit, cheval de bataille du chef de l'État, président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Sa diversité, dont la diversité de la corruption, renvoie d'une part à la petite corruption qui touche les citoyens moyens dans son vécu quotidien et d'autre part à la grande corruption qui s'insinue au sein même des structures étatiques au plus haut niveau. En dépit des mécanismes, nous l'avons suivi tout au long des exposés, en dépit des mécanismes normatifs et institutionnels existants de lutte contre la corruption, il a été constaté un manque d'effectivité dans la lutte en raison notamment de peu de moyens financiers et humains dont disposent des mécanismes institutionnels de lutte contre la corruption. L'homme est au centre de l'éradication de ce fléau. Il faut le travailler de manière à promouvoir un Congolais à mentalité changée. S'agissant des recommandations, je pense que la plupart des recommandations avaient déjà été listées, citées, énumérées par le président de la CNDH. Nous allons toutefois, pour ce qui est des recommandations adressées au gouvernement, ajouter quelques recommandations. Mettre en place une politique nationale de lutte contre la corruption, améliorer le salaire des fonctionnaires et agents de l'État congolais, assurer les droits sociaux prescrits par la Constitution et les instruments internationaux régulièrement ratifiés par la RDC, rendre transparent la destination des produits saisis issus de la corruption, reconstituer le système national d'intégrité dans toutes les institutions, renforcer les capacités des mécanismes institutionnels de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, mettre en place un système de suivi des affaires de corruption en cours d'instruction devant les cours et tribunaux,
rendre effectif l'exécution des décisions des cours et tribunaux condamnant les auteurs des actes de corruption et blanchiment des capitaux, renforcer l'autorité de l'État, réformer l'administration publique, mettre fin à l'impunité, créer un système informatisé de paiement des taxes, impôts, ainsi que toute autre amende, créer des banques de proximité au niveau de tous les secteurs, de tous les services de l'État qui perçoivent des amendes pour éviter que l'argent passe entre les mains des gens, renforcer l'éducation de la population sur l'aspect éthique et moral, et envers les cours et tribunaux, réprimer sévèrement les corrupteurs et les corrompus, faire appliquer la loi en vigueur plutôt que de se référer aux textes déjà abrogés, améliorer les délais de traitement des affaires de corruption devant les cours et tribunaux, appliquer les sanctions en matière de corruption et de manquement à la déclaration du patrimoine, suivre rigoureusement la procédure pour le recouvrement des produits de corruption, afficher clairement les tarifs des taxes, des amendes devant être donnés au niveau des cours et tribunaux. Enfin, à la CNDH, vulgariser les cadres juridiques de lutte contre la corruption, sensibiliser les acteurs publics et privés ainsi que la population dans la lutte contre la corruption, assurer le suivi de mise en œuvre de normes internationales de lutte contre la corruption, selon les recommandations adressées à l'État congolais par les mécanismes de protection, et aussi rendre effectivement opérationnel et efficace le forum permanent de concertation avec les mécanismes de lutte. Tel est, Excellences, membres de la CNDH, distingués invités, le contenu du rapport des activités que nous avons menées dans le cadre de la mise en œuvre du projet Lutte contre la corruption et les droits de l'homme. Je vous remercie pour votre réelle attention.